Bienvenue sur Hémisphère droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Zoé, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère droit et je te laisse te présenter. Salut Anna, moi je suis Zoé Gerter, je suis designer et plus précisément je suis designer conversationnel ou conversational designer. Voilà. Donc ça veut dire que je travaille beaucoup, je vais développer un petit peu, mais je travaille de plus en plus sur ce qu'on appelle les interfaces conversationnelles, c'est-à-dire en gros des systèmes logiciels qui permettent de dialoguer en langage naturel avec des utilisateurs. Donc ça peut passer par des interfaces écrites. Type chatbot, ça peut passer par des assistants vocaux. Et puis, comme le sujet m'intéresse vraiment beaucoup, j'explore aussi d'autres modalités qui sont plus multimodales, qui peuvent même passer par des objets. Voilà, mais ça, c'est ma petite R&D. Est-ce que tu peux nous présenter ton workflow ? Alors bon, comme n'importe quel projet, ça dépend un petit peu à quel moment on me propose de venir intervenir. Moi, je suis indépendante, donc parfois on peut venir me voir vraiment très, très au début, avec juste une envie de développer une offre vocale, et pas forcément de cas d'usage déjà bien défini. Donc voilà, on va essayer de comprendre par rapport à, ce que l'entreprise a proposé ou pas l'entreprise, ça peut être aussi des organismes publics. Qu'est-ce qui peut être intéressant par rapport à son public? Donc, il va y avoir du travail plutôt d'immersion, de terrain. On va aller rencontrer un petit peu les gens. Mais ça peut être, je peux intervenir aussi un peu plus tard. Quand on sait déjà quelle est en quelque sorte la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on veut proposer comme fonctionnalité, comme service. Et là, il s'agit plutôt de construire vraiment l'expérience conversationnelle en tant que telle. Et voilà, et à partir de ça, on va dire que globalement, moi, je mets beaucoup d'énergie à convaincre et à prendre le temps dans les projets, convaincre mes clients, en fait, de faire beaucoup de tests utilisateurs et très tôt. Donc, je vais essayer assez vite de maqueter, même avec des moyens très légers, en fait, des premières idées de scénarios d'usage, les partager à un groupe de discussion. Parce qu'en fait, ce qui est un petit peu particulier avec les interfaces conversationnelles, c'est que les usages sont encore très jeunes, on va dire dans le contexte francophone. Et du coup, voilà, nos utilisateurs sont peut-être des utilisateurs très novices. Et donc, il faut leur donner les moyens de rentrer dans le sujet, de comprendre qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça peut éventuellement changer dans leur vie. Et donc, c'est intéressant de passer par des formes même un peu fictionnelles. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est simplement enregistrer des dialogues possibles entre, mettons, l'assistant vocal et un utilisateur fictif. Donc voilà, je fais un peu l'actrice, j'enregistre, souvent, je vais jouer le rôle de l'utilisateur et puis je vais enregistrer une voix de synthèse pour la partie du bot et je vais faire écouter ces scénarios, de dialoguer en fait à des gens pour qu'ils se rendent compte, ah, c'est ça qui se passerait en fait, c'est ça l'interaction. Et donc là, tu vois, il y a pas besoin de beaucoup de moyens, surtout de l'imagination. Et donc cette fiction-là, on va progressivement essayer de l'amener vers une réalité, en termes, d'application et en termes de pertinence pour les gens, quoi. Donc voilà ce que je peux te dire un peu de façon un peu générale. Après, une fois qu'on est très précisément sur le produit, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut faire, il y a un travail, beaucoup plus, minutieux, on va dire, et assez long, de construction on va dire trois grands éléments qui sont vraiment clés pour qu'une interface vocale, elle se tienne, une interface conversationnelle. J'ai un petit peu plus parlé du vocal, je me suis spécialisée un peu plus là-dessus, et aussi c'est un peu le plus radical, donc je vais prendre ces exemples-là plutôt. Ce qui va nous intéresser, c'est de construire l'architecture du dialogue. Donc cette architecture, elle passe, par une sorte d'arborescence, sauf que la différence avec l'arborescence d'un site, par exemple, ou même d'une appli, c'est que c'est plutôt un arbre de décision. C'est-à-dire que, je vais imaginer en fonction de, quelle, demande, si je rép quelle réponse je vais donner et si à la suite de cette réponse, la personne exprime, ceci, qu'est-ce qu'on lui propose ensuite? Donc c'est vraiment l'enchaînement des possibilités de l'échange et ce qui est intéressant, c'est comme on est dans du langage, dans de la parole, orale, cet échange,
c'est pas juste une suite de séries de fonctionnalités ou d'options, c'est déjà un début de relation. Donc, designer cet arbre de décision, ou on parle aussi d'arbre de dialogue, c'est un petit peu designer la géométrie de la relation que va avoir la personne avec cet agent vocal. Et puis, bien sûr, il y a le contenu de ce que va dire l'agent. Donc là, c'est du script, c'est-à-dire qu'on va vraiment écrire toutes ces prises de parole. Donc, il faut savoir un petit peu qui, avec des guillemets, mais quelle est l'identité de cet agent, quelle est sa façon de parler, sa façon de réagir, le type de vocabulaire. Est-ce qu'on va vers quelque chose de très humanisé? Donc il va dire «je», par exemple, il va avoir une attitude, un petit peu comme un petit personnage très marqué, ou est-ce qu'au contraire, il a une posture plutôt, un petit peu, enfin pas standard, mais un petit peu plus comme moi j'aime bien prendre la métaphore de la typographie, en fait. Est-ce que notre boat, c'est plutôt du Helvetica, ou est-ce que c'est du Comics sans MS, ou est-ce que, c'est, du DIN? Enfin voilà, je trouve que c'est une bonne façon de comprendre, cette question du style. Donc ça se travaille beaucoup, parce qu'en plus, c'est aussi la façon dont l'entreprise, quand c'est une entreprise ou telle organisation, va apparaître, hein. Donc il y a des questions d'identité, d'alignement avec l'identité, en général de la boîte. Et puis le dernier élément qui est très important, c'est qu'en fait, pour que le système marche, vraiment techniquement, on est obligé d'anticiper toutes les façons que nos utilisateurs futurs vont avoir de demander quelque chose. Donc en fait, on doit aussi écrire quelque part, l'autre partie du dialogue, qui est celle de l'usager. Et donc ça, c'est un très gros travail d'anticipation, parce que, c'est difficile en fait d'envisager toutes les possibilités, et donc il y a beaucoup d'allers-retours, et on essaye pour chaque famille de demandes, on parle d'intent ou d'intention. Par exemple, une intention, c'est demander la météo. Il y a plein de façons de demander la météo. Et donc, on essaye d'écrire au minimum une centaine de façons de demander quelque chose par intention. Et ça, voilà, ça prend du temps. Ouais, je vois ça. Et puis, c'est super intéressant. Tu nous as parlé du design de fiction. Je Mm. pense que finalement, c'est quelque chose qui recoupe vachement avec tout ce que tu dis, parce qu'en fait, comment on peut réussir à anticiper au maximum les usages de chaque Mm. utilisateur si c'est pas par un certain nombre d'hypothèses écrites en amont. Et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment tu arrives en fait à avoir une posture de designer dans un sujet qui est aussi technique. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'en fait, quand on travaille dans le vocal et dans les interfaces vocales, c'est hyper compliqué c'est assez limité dans le sens où c'est très technique. On parle beaucoup, voilà, tu parlais d'arbre de décision. Mm. Et donc, j'imagine que tu travailles beaucoup avec des développeurs et comment tu arrives en fait à segmenter tout ça, même si, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de parts d'émotion, on parle beaucoup d'intention et du coup, c'est propre à chaque personne. Donc et même enfin, cette bonne comparaison que tu nous as faite avec les typographies, ça montre bien que c'est une perception. Donc, comment tu arrives à prendre cette posture de designer dans un sujet si complexe? Oui, je comprends. Bah, c'est pour ça que je parle de ce travail de maquettage sous forme de petites bandes son, en fait. C'est que c'est vraiment là qu'on comprend qu'on est en train de designer un objet. Alors, c'est un objet langage, moi j'aime bien dire ça comme ça. Mais effectivement, c'est un objet, et toute la partie système qui est derrière, elle devrait vraiment juste venir au service de la réalisation de ces dialogues qui sont un petit peu idéalisés, mais qui permettent de vraiment comprendre ce qu'on est en train de concevoir. Et c'est vrai qu'on va partir d'un noyau dur où on a en tête les 3, 4, 5 parcours qui vont être le cœur en fait de l'expérience. Et au fur et à mesure, autour de ça, on va venir rajouter plein d'éléments qui sont très importants en fait, qui vont permettre de savoir ce qu'on répond quand on n'a pas compris, de savoir ce qu'on répond quand la personne ne sait pas ce qu'elle doit faire, qui vont permettre aussi à la personne de jamais être dans un tunnel, par exemple. Parce que le problème des arbres de décision, c'est que il y a un côté très vertical. Si je suis rentrée en A, je sors forcément en M. Enfin, j'essaie de donner une image, mais en tout cas, on pourrait avoir l'impression que ce sont très, très linéaires. Et en fait, le vrai travail aussi consiste à permettre de faire des raccourcis. En gros, ça veut dire sauter du coq à l'âne, quoi. J'ai demandé, alors je suis dans une application peut-être par exemple de radio, j'ai pas mal travaillé sur les médias. Je suis en train de demander, j'ai écouté les infos. Après ça, je veux peut-être complètement autre chose. En fait, je veux un podcast sur la cuisine. Et nous, on n'avait pas pensé que la personne s'intéresserait au podcast après. On avait pensé qu'elle s'intéresserait à avoir des compléments d'infos
des interviews de la même personne. Et en fait, non, il faut lui permettre de changer d'idée, en fait. Et donc ça se travaille vraiment dans un deuxième temps. Au début, on commence sur quelque chose d'assez, oui, c'est ça, d'assez linéaire, et après, on réouvre toutes les possibilités. Et donc, ouais, je dirais pour te répondre, c'est vraiment, je pense, le travail de fiction sonore de départ qui me permet de trouver ma place. Et c'est ces fictions-là que j'utilise avec mes testeurs, en fait, pour les faire rentrer dans le sujet. Et effectivement, on va quand même commencer à développer assez tôt, mine de rien. C'est-à-dire que il y a, comme ce sont des objets qui demandent de vraiment bien comprendre nos testeurs nos utilisateurs, pardon, et de bien comprendre comment ils s'expriment, on a besoin assez vite de les mettre dans une réelle situation d'interaction. Alors, il n'y a pas forcément besoin de coder, mais en tout cas, on a besoin de voir comment ils s'expriment face à un agent. C'est quelque chose d'ailleurs dont je voulais te parler, c'est que on peut écouter comment quelqu'un parle avec une autre personne. C'est déjà intéressant pour comprendre ce que c'est que la parole. C'est là qu'on va se rendre compte que parler, souvent, c'est faire des ellipses, pas finir ses mots. Il y a beaucoup de choses qui passent aussi par le langage corporel. Donc, si on écoute juste le son, parfois, c'est pas clair, etc. Et nous, on a besoin d'un message clair parce que en face, l'agent, c'est quand même une machine un peu bête et méchante. Donc, il faut créer des situations d'expérimentation, où on voit comment nos usagers vont interagir. Est-ce qu'ils vont... ça, c'est très intéressant. Il y a une diversité de comportements qui est vraiment intéressante. Et ça casse complètement les clichés. C'est-à-dire qu'on va avoir, je vais raconter un cliché, on va avoir des gens très jeunes qui vont faire des phrases très complètes, très formulées, et des personnes beaucoup plus âgées qui vont juste interagir par mots-clés. Il faut que les deux marchent, en fait. C'est eux qui choisissent la relation qu'ils veulent avoir à cet objet-là. Donc, c'est beaucoup d'aller-retour, en fait. Ouais, j'imagine. Et puis surtout qu'en fait, quand tu travailles pour une marque qui va être très corpo, par exemple, ça va pas être la même clientèle. Oui. Il faut vraiment s'adapter aussi à l'image de marque et s'aligner par rapport à ça. Ouais. Et comment tu t'y prends, en fait? En fait, tu arrives à segmenter quand tu fais du testing, comme quand on fait de la user research ou ce genre de choses. Tu arrives en fait à avoir un panel et à faire tester à la cible. Comment ça se passe? Oui, c'est ça, oui, c'est exactement. Je suis obligée de construire des panels pour un petit peu savoir ce qu'on va observer, en fait. Donc, est-ce que ce qui nous intéresse, d'observer des différences de comportement en fonction des générations? Est-ce qu'effectivement, c'est d'observer des différences de comportement en fonction du rapport à la marque, etc. Moi, j'ai quand même travaillé plutôt avec des entreprises qui ont un côté un petit peu institutionnel. Parce que si je prends les exemples de EDF et la RTS, qui est la radio-télévision suisse, EDF, c'est plus public, mais il y a encore ce statut un petit peu, voilà, c'est un peu une institution. Donc, on attend une espèce de distance, il y a une dimension assez protocolaire, assez froide en fait. Et je me rappelle quand je faisais des premiers essais sur certains sujets avec eux, j'avais fait des trucs trop marrants en fait. Et les personnes n'étaient pas du tout prêtes à recevoir ça de la part d'EDF, même si en soi l'expérience était chouette, mais c'était pas ce qui était attendu. Donc c'est pour ça qu'il faut tester très vite sans coder ce genre de pistes, qui sont vraiment des pistes en termes d'identité. Et puis la RTS, ça n'a rien à voir, mais c'est un service public. Donc là, encore une fois, moi, je me suis retrouvée plutôt dans des situations où on devait être très inclusif. C'est-à-dire qu'il fallait que ça s'adresse à tout le monde. Ce qui est un peu un casse-tête, parce que, en fait, bon, c'est toujours très difficile. Et la façon dont je m'en étais sortie, entre guillemets, avec la RTS, c'est que j'ai vraiment essayé de comprendre qu'est-ce que c'est un flux radio, comment un speaker parle aujourd'hui à la radio. Parce qu'en fait, c'est eux les professionnels de la conversation. Ça fait déjà 100 ans, en fait, même peut-être un peu plus, que la radio existe et que ces personnes-là, elles apprennent à désintroduire du contenu, animer l'attention des gens, etc. Donc, j'ai vraiment regardé, en fait, comment ça existait. J'ai regardé aussi un petit peu les phrases types qui revenaient, la façon de donner rendez-vous, la façon d'indiquer que tel programme va arriver dans quelques minutes. Et je me suis inspirée de ça, en fait. Donc, le statut de l'agent vocal dans les applis RTS, enfin, une des applis, en tout cas, que j'ai fait avec eux, c'est celui d'un journaliste qui viendrait voilà, passer du contenu, quoi. Donc, ça dépend quand même beaucoup effectivement de l'entreprise. Mais si je travaillais, par exemple, avec une entreprise de luxe, ça n'aurait rien à voir, en fait.
Et là, on prendrait peut-être plus le temps d'effectivement différencier les expériences en fonction des cibles, etc. Mais il y a juste complète un petit peu. Aujourd'hui, techniquement, on peut différencier comment je peux appeler ça, les usagers, dans le sens où on peut faire du voice match, c'est-à-dire qu'on sait dans un foyer que là, c'est telle personne du foyer, alors pas telle personne en termes d'identification, mais on sait que là, c'est pas la même personne et que là, c'est un adulte et là, c'était l'enfant, par exemple. Donc, on peut un petit peu adapter l'expérience, mais pas non plus au point. Enfin, après, c'est la question des données personnelles, c'est-à-dire que on peut faire un peu de profiling, mais tout ça, c'est des données très sensibles. Donc, il faut un petit peu dealer entre le fait de personnaliser l'expérience et le fait de rester quand même à la bonne distance par rapport à ce qu'est la personne. Ouais, ouais, je comprends très bien. Et par rapport à EDF, qu'est-ce que tu faisais en fait? Quelle était ta mission pour cette application-là? Alors, EDF, ça a pris plein de formes. Il y a eu plusieurs projets, mais en gros, je travaillais avec un labo de design qui est intégré à la R&D de EDF. Et je travaillais avec la direction numérique, donc bref, c'est un système intérieur à EDF. Tout ça pour dire que ce qui était intéressant, c'est que c'était donc un moment où il n'y avait pas encore les smart speakers, donc pas Google Assistant, pas Alexa à la maison, en France. Et donc, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce que nous, en tant qu'EDF, on pourrait proposer avec ces nouveaux canaux. Donc, on a ouvert vraiment le champ des possibles. Donc, il y a eu un travail aussi d'animation d'ateliers, de réflexion collective autour de ça. Oui, on peut dire pas co-conception, mais en tout cas, on a imaginé plusieurs scénarios. On avait réuni pas mal de parties prenantes. Et à partir de ça, voilà, il y a plusieurs axes qui se sont développés. Il y a eu des choses plutôt autour des éco-gestes, de la consommation d'énergie. Il y a des choses beaucoup plus pragmatiques autour du suivi de mes factures, des choses comme ça. Enfin, voilà, ça nous a ouvert un très grand éventail de possibilités qui étaient intéressantes. Et puis, on a décidé de se focaliser sur une ou deux. Et pour donner un exemple, il y a eu plusieurs choses, mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur une application en particulier qui s'appelle EDF Jeux, et où là, on a imaginé à l'intérieur de l'appli deux sortes de jeux, en fait, qui invitent un enfant à l'air de rien, en fait, euh, entendre quelques conseils sur des façons d'utiliser l'eau, d'utiliser l'énergie, d'utiliser du papier. Et alors tout le travail pour moi, c'était d'essayer de faire ça sans que ce soit chiant déjà, et puis moralisateur. Donc il fallait pas que EDF se positionne en prof, quoi, en enseignant ou en censeur, quoi. Donc comment est-ce qu'on fait du jeu, du vrai jeu, du vrai jeu où en fait on s'en fout de gagner ou de perdre, par exemple. Et un des deux jeux qu'on a fait, que je trouve vraiment sympa, c'était plutôt pour des enfants, je pense, assez jeunes. Enfin, en tout cas, dans les essais les tests qu'on avait fait, voilà, on avait bien vu que ça prenait bien de 5 à 9. Puis après, ça dépend des enfants, hein, bien sûr, mais en tout cas, clairement, à l'adolescence, ça marchait pas, ou même la préadolescence d'ailleurs. Mais ce qui était chouette, c'est que c'était enfin, ça existe toujours d'ailleurs, un jeu qui était tourné d'abord vers l'écoute de son environnement. C'est-à-dire qu'on écoutait des sons qui étaient déjà enregistrés, en fait, mais qui étaient des sons d'objets électriques de la maison. Donc, on pouvait entendre un four, un micro-ondes, un aspirateur, une imprimante, enfin, ce genre de choses. Donc, il y avait juste ce son, et on devait deviner le son de quelle machine c'était. Le jeu s'appelle La Machine Mystère. Et donc, il y avait un premier tour il y avait 3 propositions. Donc, est-ce que c'est un aspirateur? Est-ce que c'est un tapis de bain? Ou est-ce que c'est je sais pas quoi? Donc, on disait des trucs un peu débiles. Et puis, au fur et à mesure, il y avait à peu près 3 tours de parole. L'enfant trouvait ou ne trouvait pas. Donc, il y avait un petit peu un jeu comme ça. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait pas mal rajouté d'interjections, c'est-à-dire que l'agent avait un rôle d'adulte bienveillant, donc il venait plutôt encourager, dire ah non tu t'es trompé, ah oui c'est ça, ah ben non mais qu'est-ce que tu racontes, enfin c'est un truc vraiment sympathique quoi. Et puis à la fin, la machine mystère prenait la parole. Et là en fait on avait fait un travail avec des comédiens, enfin avec une comédienne et un comédien. Voilà, j'avais écrit des espèces de haïkus
qui était le message à délivrer en fait. Donc c'était des haïkus qui allaient plutôt un petit peu parler de pas trop utiliser le papier dans l'imprimante, bien remplir la machine à laver avant de la faire tourner. Donc des trucs, franchement, il faut y aller pour, pour le rendre ludique. Donc j'avais construit ça sous forme d'un poème un petit peu énigmatique. Et c'était une voix complètement jouée par un humain, mais un petit peu cartoon, qui venait raconter ça. Et ce que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est qu'on a vraiment hybridé cette question de la machine mystère, cet agent conversationnel, donc là c'était en l'occurrence Alexa, qui vient juste un petit peu aiguiller le jeu, et puis des sons qui sont des vraies prises de son qui viennent du réel avec ce son d'un aspirateur. Et je trouve que c'était une belle expérience sonore. On a vraiment allé un petit peu loin. Après, le gameplay était très simple, forcément, hein, on ne peut pas non plus tout réinventer en même temps, mais ça marchait pas mal. Et ça fait partie je trouve, des chouettes expériences qui sont sorties de ce moment de collab avec EDF. Et après, il y a eu d'autres choses où je suis allée un peu moins loin, mais où on a testé des scénarios plutôt très en amont, en fait. Aussi des scénarios qui venaient hybrider de l'interface graphique, de l'interface sonore, enfin voilà, des choses un petit peu exploratoires, quoi. Donc très intéressant, ouais. Ce qui est cool, en fait, c'est que tu arrives à pouvoir faire le lien entre à la fois les interfaces graphiques et vocales, et on voit qu'au travers du vocal, la particularité, c'est ce côté un peu plus intimiste, où on a des vraies expériences sonores qui participent finalement à l'expérience utilisateur dans sa globalité. Je pense qu'en fait, le côté sonore, c'est vraiment la petite touche qui fait que, au final, rien que quand on utilise nos smartphones, on se rend compte que rien que les bruits des touches de clavier, par exemple, ça peut participer à quelque chose qui va différencier un produit d'un autre, par exemple. Tout à fait. Et en fait, ça vient boucler la boucle, si je puis dire, d'une interface, même graphique, quoi. On voit que le vocal a sa place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut inclure le vocal même dans les voitures. Bien sûr. De nouvelles expériences qui sont en train d'émerger. Quelle est ton opinion sur la question ? Attends, je voulais juste dire un tout petit truc sur le vocal. Ce qui est intéressant aussi avec le vocal, c'est que ça permet de donner une nouvelle place au son. Et donc, tu soulignais les petits éléments de design sonore qui existent déjà sur les interfaces graphiques. Et c'est vrai que moi, j'essaye aussi pas mal d'intégrer des éléments de design sonore dans les expériences vocales que je construis. Mais en fait, c'est pas toujours si évident parce que mine de rien, il n'y a pas une si bonne culture du design sonore dans les entreprises. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est une super opportunité, donc je viens avec, mais ça demande aussi un petit peu d'acculturation. Et en vrai, ça augmente énormément l'expérience. Parce qu'en fait, c'est pas intéressant de faire des applications vocales très bavardes. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on soit quelque part, en fait. On n'est pas juste en train de délivrer une information. Et donc, effectivement, il y a la voix, il y a les mots utilisés, mais le design sonore va rajouter aussi du rythme, de la signalétique, une ambiance, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vrai que le contexte de la voiture, c'est un contexte qui est beaucoup regardé et tous les constructeurs de voitures le regardent de très près, hein, pour développer des expériences conversationnelles. Surtout que en fait, l'étape d'après, c'est la voiture autonome. Et donc, on peut effectivement assez bien imaginer que si mes mains ne sont plus prises pour faire certaines tâches de conduite, mais qu'en plus elles sont plus prises pour faire certaines tâches de gestion de ma vie, alors j'ai vraiment du temps d'écoute pour autre chose. Donc c'est intéressant. Je pense qu'il faut y aller, et je fais confiance aux constructeurs pour ça, mais il faut faire attention parce que l'espace de la voiture, c'est aussi un espace de sociabilité. Donc ce serait dommage que l'agent vienne prendre la place de conversation que je peux avoir avec quelqu'un en voiture ou avec mes enfants, j'en sais rien. Et puis c'est un espace où il faut être très attentif quand même à ce qui se passe en dehors de la voiture. Ouais. Donc le truc qui est super avec les agents, c'est que justement, j'ai pas les yeux pris dans un écran. Et donc là, on se dit, génial, il y a la possibilité de faire deux choses en même temps sans se dire que la personne regarde son écran. Oui et non. C'est-à-dire que ça demande quand même une certaine concentration. Ça dépend de ce qu'on écoute. On peut écouter la radio en conduisant, par exemple, pas de problème. Mais il y a certaines choses, s'il s'agit de vraiment naviguer, de prendre des décisions, je pense qu'il faut vraiment être attentif à quel type de décision. Et puis comme je quand même
la conviction que le futur, il est dans la multimodalité, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus articuler des moments graphiques, des moments sonores, enfin, vocaux. Mine de rien, mon corps, il va être sollicité de plein de façons. Et donc, je pense qu'il faut y aller vraiment progressivement dans la façon de construire ces expériences, quoi. Quand est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un feedback visuel? Quand est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit sonore? Est-ce que c'est ma décision qui est vocale et puis la confirmation qui est visuelle? Enfin, toutes ces interactions-là, en fait, à mon avis, c'est ça la piste. Enfin, c'est ça la piste, ouais. Ouais, c'est fou parce que justement, j'avais vu il n'y a pas si longtemps que je crois que c'est Google Assistant qui a sorti une tablette qui était complémentaire justement à son assistant vocal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que finalement on peut considérer ça comme entre guillemets un fail dans le sens où ils voulaient que ce soit entièrement vocal et finalement ils se sont rendus compte en le testant que les gens n'adhéraient pas forcément? Ou est-ce que justement on peut se dire aussi bon bah finalement c'est pas plus mal et même si les utilisateurs ne sont pas prêts aujourd'hui en 2020, ça veut rien dire et ça peut évoluer et peut-être que petit à petit on va réduire l'usage d'une tablette à côté, on passera au 100% vocal. Bah, non, je considérerais pas ça comme ça comme un fail, mais plutôt comme une preuve de maturité, parce qu'effectivement il n'y a pas de raison qu'il y ait une modalité tout d'un coup vienne remplacer toutes les autres. Je ne vois pas pourquoi le vocal, tout d'un coup, ce serait la solution pour tout ce qu'on fait aujourd'hui sur des interfaces graphiques. Et donc, en fait, assez vite, je pense que ces grands éditeurs et ces plateformes se sont retrouvés un peu bloqués parce qu'il y avait certaines expériences qui se retrouvaient un petit peu moins intéressantes si elles se passaient strictement que en vocal. Et eux, leur intérêt, c'est quand même que les utilisateurs restent dans leur environnement. Donc, je trouve ça assez logique, en fait, qu'ils se mettent à faire une interface aussi écran qui vient compléter. Parce que je pense que ça permet justement de commencer à tester, à designer ces interactions multimodales. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ça donne un peu l'impression qu'on est parti de l'écran pour aller vers le vocal et on part du vocal pour retourner vers l'écran. C'est vrai que ça fait un peu, on réinvente un petit peu la roue. Mais j'ai l'impression que finalement, d'y revenir vers ce point de vue, ça amène à le repenser complètement différemment. Donc pour moi, je trouve ça plutôt... je comprends tout à fait pourquoi ils font ça. Après, je comprends aussi pourquoi on peut se dire, on nous a vendu du tout vocal et tout d'un coup, on se rend compte que non. Et parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a... Alors ça, c'est un point de vue personnel. Je trouve que le discours qu'il y a autour des agents, où on parle aussi beaucoup d'IA, etc., il est trop idéalisé, en fait. Il est trop idéalisé et moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer avec la voix, avec des interactions avec des agents. Mais ces agents, en fait, ils vont prendre plein de formes. Et la question, c'est plutôt le statut de la machine, avec des guillemets, en fait. C'est plutôt la question de l'humanisation, en fait. C'est-à-dire, OK, il y a la voix, mais il y a surtout le langage, en fait. Et il y a le fait qu'on me comprenne quand je m'exprime avec mon propre langage. Et du coup, je dirais que le sujet, il est plus sur comment est-ce qu'on capte le comportement de l'utilisateur, sa demande, son expression, plutôt que se concentrer que sur comment on lui restitue l'information. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Ouais, tout à fait. Non, je comprends très bien ton point de vue. Si on revient un petit peu sur ton parcours, j'ai vu que tu as fait une école d'art. Comment, par la suite, tu t'es dit finalement, je suis super intéressée par le vocal? Ah oui, non, j'ai pas fait une école d'art. Moi, j'ai fait 2 ans aux Arts Déco de Strasbourg, qui est effectivement plutôt une école d'art. Mais par contre, après, j'ai fait une école de design, qui est une école qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers. Et c'est, si tu veux, c'est un peu l'école publique nationale supérieure qui est consacrée à la création industrielle. Donc, j'ai un parcours vraiment de designer. Après, ce qui est effectivement particulier, c'est comment est-ce qu'on passe du design industriel aux interactions vocales. C'est vrai que de base, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé sur des questions d'interaction, de design d'interaction et de rapport, de relations numériques. Ce qui m'a amené au vocal, c'était aussi autre chose. En fait, c'était mon goût pour la radio. C'est vrai que moi, j'ai fait pas mal de choses sonores et radiophoniques quand j'étais étudiante. J'avais monté avec d'autres personnes une radio qui était assez sérieuse quand même. On faisait les choses vraiment à fond. On avait remonté beaucoup de formats, tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet de diplôme, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je travaille sur le développement des assistants vocaux. En fait, il n'y avait que Siri à ce moment-là.
Mais je me suis rendu compte que, voilà, je venais de ces trucs de radio, je me disais, design radio, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue parce que ça y est, on n'a plus le monopole de la parole. On commence à fabriquer des machines qui nous répondent. Donc, du coup, il faut peut-être qu'on s'intéresse. Alors, c'était mon angle à l'époque et je le garde toujours, en fait, même si c'est un petit peu moins visible. Mais je m'étais dit, vu que la machine parle, il faut absolument que nous, humains, on s'intéresse à qu'est-ce que c'est parler, comment on apprend à parler, qu'est-ce qui fait la particularité de notre propre voix, etc. Donc, j'avais plutôt développé des projets qui étaient autour de, on va dire, un petit peu centrés sur l'humain. Et puis après, le contexte technologique, il a évolué et j'ai pu commencer à travailler aussi sur des agents, quoi. Mais c'était un peu ça le cheminement, en fait. Et en termes de stack technique, est-ce que tu utilises des outils comme VoiceFlow? C'est vrai que j'utilise pas trop les outils qui existent aujourd'hui pour faire facilement effectivement des arbres de dialogue, prototyper tout ça. Je pense que c'est très bien que ça existe et ça permet justement de un peu évangéliser, de pouvoir facilement tester des trucs quand on est une start-up ou quand on est une grosse boîte et qu'on veut un petit peu animer des ateliers autour de ça. Après, moi, pour l'instant, j'ai travaillé dans des contextes où il y avait vraiment des équipes consacrées. On avait du temps et quand même pas mal de moyens. Et du coup, il y avait suffisamment de développeurs pour pouvoir tout faire nous-mêmes. Et moi, vraiment, mes outils sont très, très simples. Moi, j'utilise Illustrator. J'utilise Audition pour m'enregistrer. Et c'est à peu près tout, en fait. Genre, je pourrais utiliser Figma ou on s'en fiche, tu vois, mais voilà, ça passe surtout par ça. C'est très simple. Enfin, c'est simple et pas simple, en fait, mais tout ça pour dire qu'en fait, j'ai aussi pas trouvé les outils qui me conviennent. Hein. C'est aussi ça un peu la conclusion, quoi. Si, j'ai pas mal utilisé Bot Society aussi pour le côté un peu prototypage. Parce que ça permet sous forme d'un chat, en fait, d'avoir d'un côté le message de l'utilisateur qu'on enregistre soi-même et de l'autre le message du bot en voix de synthèse. Donc c'est pratique. Mais moi, c'est vrai que je le faisais par moi-même en détournant une API. Donc voilà, je m'étais bricolé, je me bricole mon truc. Ouais, c'est fou de se dire qu'il n'y a pas en fait de workflow adéquat encore aujourd'hui et c'est tellement en plein essor que finalement, je suis sûre qu'on va retrouver des petits outils. Oui. Pas longtemps en fait. Oui, je pense que ça va arriver assez vite. Bon, il y a des petites fonctionnalités par-ci par-là qui arrivent avec du son, mais c'est vrai que c'est par petites touches, quoi. C'est par petites touches. Mais ça va au rythme aussi des sollicitations de projet de l'autre côté, c'est-à-dire que il y a besoin d'outils jusqu'à ce qu'il y ait une masse critique pour qu'on investisse dans ces outils, quoi. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais on va y arriver. Et en termes de conception, est-ce qu'en fait ça varie si tu dois concevoir typiquement pour une interface comme Alexa ou en fait en termes de software tu auras Echo versus Google ou ce genre de choses? Ce qui va différer, c'est pas vraiment lié à l'enceinte ou au fait que ce soit ou que la personne l'utilise sur son téléphone. Ce qui va différer, c'est que le cahier des charges n'est pas tout à fait le même sur certaines choses. C'est un peu des trucs bêtes et méchants qu'il faut savoir, mais par exemple, quand tu diffuses un son via une application, typiquement avec les RTS, quand on lance la rediffusion du Flash Info, quand le Flash Info est fini, en fait, ça quitte l'application. Alors que dans Google Assistant, en fait, tu peux derrière relancer la personne, lui proposer d'autres contenus. Donc, c'est plutôt des contraintes de ce type-là il faut avoir en tête. Mais nous, en fait, on a tout développé en parallèle. C'est-à-dire que, tout conçu et développé en parallèle et on a sorti les deux produits en même temps. Parce qu'il y a des différences, il y a des petites contraintes, mais ce n'est pas des différences suffisamment importantes pour que ça remette en question vraiment l'expérience utilisateur, quoi. Donc, voilà. La grosse différence, c'est si on va faire des choses un peu plus nouvelles. C'est-à-dire que, par exemple, là, je travaille avec une jeune start-up qui s'appelle Rumble Studio. Et eux, ils s'intéressent, ils sont en train, je ne vais pas trop en dire parce que je pense que ça les embêterait, mais eux, ils réfléchissent à des outils de collaboration où il y a des questions d'écriture et d'enregistrement. Là, on est dans quelque chose qui est, on n'est pas du tout on va pas du tout utiliser une plateforme qui existe, il faut qu'on imagine tout. Et en plus, il va y avoir vraiment un travail d'interaction entre une interface graphique et du son, mais on n'est pas non plus dans un chatbot au sens où on n'est pas dans WhatsApp, on n'est pas dans Messenger. Donc là, on est encore dans des formes nouvelles. Ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup les projets qui sont un petit peu, qui cherchent d'autres formes, en fait, de nouvelles formes. Ouais. Donc là, il faut tout faire, quoi. C'est assez prenant. Quel est le plus gros challenge auquel tu t'es confrontée? Sur ce sujet-là,
Ouais. Euh, Je pense qu'il y en a un qui est un peu tacite, mais qui est là, mine de rien, et que tu as évoqué, je crois, au tout début, c'est quelle est la place du designer là-dedans. Parce qu'en fait, déjà, ça demande des compétences qui ne sont pas forcément les compétences habituelles du design, sur la question de l'écriture en tout cas. Sur la question de la parole aussi, il faut quand même un petit peu s'y intéresser, un peu explorer ça. Donc, il y a le fait d'acquérir ses connaissances et ses compétences, et puis il y a le fait de réussir à faire son trou, parce qu'il y a des gens qui vont plutôt venir de la conception-rédaction et qui vont être très bons en rédaction, mais par contre en UX, c'est difficile. Il y a un nouveau métier d'ailleurs qui a émergé qu'on appelle UX Writer. J'allais justement t'en parler. Ah, voilà. Donc eux, UX Writer, mais ça c'est la question de l'UX aussi. Tu peux être UX Writer et venir de l'écriture comme venir du design, et en fait, bon, ça, c'est possible, tu vois. Mais après, c'est vrai que plus globalement, pour moi, l'enjeu, c'est de faire comprendre en quoi c'est un objet qui entraîne des usages et des usagers, et que du coup, il faut s'y intéresser en tant que designer, en fait. C'est pas possible de laisser sur le côté, quoi. Donc ça, c'est un des challenges. Mais moi, ça me passionne parce que du coup, c'est pour ça aussi que je réponds toujours avec plaisir aux invitations ou pour parler un petit peu de ce que je fais, parce que l'idée, c'est de diffuser, quoi. C'est de faire un peu de la pédagogie, d'intéresser. J'ai l'occasion j'interviens, enfin, j'enseigne à Paris 13, puis aussi un peu à l'ENSI. Et je suis hyper contente de pouvoir parler de tout ça à des gens qui ont à peine 20 ans et qui seront les designers de demain, quoi. Donc ça, c'est un bon challenge, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes expériences passées, notamment celle chez Fing, au travers de questions prospectives, parce que j'ai vu qu'en fait, c'est quelque chose qui se rapporte plus au consulting et au design de fiction. Oui. Alors, c'est vrai que la façon dont j'aborde tout ça, moi, j'aime aussi pas mal prendre du recul. Et en fait, il y a un moment donné où je commençais à vraiment réaliser des produits, quoi, des produits conversationnels. Et j'ai ressenti le besoin de prendre ce recul. Et pour ça, je suis passée par un travail, effectivement, qui est plus une position de consultant ou une position voire un petit peu de chercheuse. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté une démarche qui s'appelle Postillon Prospective. Voilà, on aime bien un peu rigoler. Avec Léa Lipera, qui est une designer qui, elle, travaille vraiment en particulier dans le champ du design fiction. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment utiliser le design comme un outil fictionnel pour se projeter dans des futurs possibles. Et donc, on a décidé ensemble de lancer Postillon Prospective autour des futurs technologiques de la parole. Et donc, on a travaillé sur des scénarios possibles, on a travaillé sur des podcasts, enfin des bandes-sons fictionnelles qui permettaient d'entendre des scénarios d'usage possibles, on a travaillé sur des visuels. Et en fait, la FIN, donc la Fondation Internet Nouvelle Génération, a décidé à peu près au même moment de lancer une étude sur les assistants vocaux. Cette étude, elle s'appelle Hypervoix. Et du coup, assez naturellement, en fait, comme on se connaissait déjà par ailleurs, ils nous ont proposé de collaborer avec eux sur cette étude. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que eux, c'est des gens qui viennent, on va dire, assez simple, enfin assez basiquement, plutôt sans rentrer dans le détail, qui viennent des sciences sociales, de la philosophie de la technique, des choses comme ça, qui sont quand même assez proches du design, dans le sens où ils regardent beaucoup à l'échelle des usagers, etc. Mais ils sont quand même habitués à produire des études qui vont prendre la forme de scénarios, certes, mais aussi de contenus informationnels, de recommandations, etc. Et nous, on leur a proposé en fait de prendre les choses un tout petit peu autrement, c'est-à-dire d'ajouter une étape à ce livrable, qui était de créer une situation, enfin un moment de débat avec du public. Et pour faire ce moment de débat, en fait, on a diffusé nos scénarios sous forme de fiction sonore, et on demandait aux personnes de se positionner dans l'espace pour exprimer leur approbation, leur désapprobation. Et donc c'était intéressant parce qu'on a un petit peu animé, en fait, on a un peu animé au sens enact, on a un peu rendu vivant ces réflexions assez intellectuelles aussi, assez liées à des questions éthiques, en fait. On les a rendues vivantes par la fiction et ça a permis de prendre un petit peu la température aussi par rapport aux réactions d'un public vraiment novice sur le sujet, quoi. Donc ça c'était intéressant. Et Postillon Prospective, ça existe toujours. On fluctue au gré des rencontres et des collaborations, mais excuse-moi.
Mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup de venir aussi avec un regard de conseil là-dessus, en fait. Et je le fais de plus en plus. Et je travaille aussi avec plutôt des entités de recherche, des labos qui vont venir se poser des questions sur aussi les enjeux d'inclusion avec les interfaces vocales, les enjeux autour du développement de l'enfant, l'apprentissage, tout ça. Donc, dans mon comment dire, pas mon portefeuille de projet, mais dans le type de projet que je suis, il y a des projets très appliqués, comme j'en ai parlé jusqu'à maintenant, qui me permettent d'être vraiment en prise avec la réalité de ce type de produit. Mais il y a des projets plus exploratoires qui me permettent aussi de voir un petit peu l'étape d'après, en fait. Super. Et est-ce que tu aurais des livres ou des sites de référence pour faire un peu de veille sur le sujet? Alors, qu'est-ce que je regarde? Bon, c'est vrai que je regarde beaucoup le Internet Actu, qui est d'ailleurs porté par la FIN. C'est vrai que c'est des articles assez engagés, mais je trouve ça très intéressant il y a vraiment une réflexion super sur la relation qu'on a avec le numérique. Donc ça, je le lis. Je lis pas mal d'articles de recherche. Après, je passe pas un temps énorme à traîner sur Internet pour voir un petit peu les dernières nouveautés, etc. Je passe plutôt par un travail plutôt de construction d'une communauté de professionnels qui s'intéressent au vocal. Donc, par exemple, je fais partie de la petite équipe qui organise les Voice Lunch, qui sont des rendez-vous à l'heure du repas une fois. Donc, nous, on le fait une fois tous les 15 jours. Mais il y en a à l'échelle monde, il y en a dans plusieurs pays. Donc, voilà, nous, on s'occupe de celui de France. Et du coup, à chaque fois, on invite quelqu'un ou on choisit une thématique. Et ça permet vraiment d'échanger avec plein de gens, donc de savoir un petit peu quelles sont les startups qui se montent, quels sont les questionnements, etc. Et après, voilà, j'ai des lectures aussi qui sont pareilles, plutôt sciences sociales. J'aime beaucoup ce qu'écrit Dominique Cardon. C'est toujours très accessible. Et je pense par exemple à un de ses livres qui s'appelle Culture numérique, où il y a un autre qui est super, qui s'appelle À quoi rêvent les algorithmes. Ça, je trouve que c'est très intéressant pour avoir une bonne vision en fait du rôle de la donnée dans tout ça, des systèmes dans lesquels on fait partie. Et puis j'avoue, je vais pas mal au théâtre en fait. Je parlais de radio tout à l'heure, j'ai aussi vraiment un goût pour les arts vivants, le théâtre, et en vrai ça m'inspire beaucoup en fait. Donc, et le théâtre aujourd'hui a très bien compris qu'il y avait des gros enjeux autour des relations humain-machine. Il y a des choses très, très, très actuelles en fait qui sont mises sur scène, c'est vraiment intéressant. Trop cool. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse retrouver. C'est vrai qu'en fait, au travers au travers de la culture, on peut retrouver pas mal d'aspects et s'inspirer aussi. Oui. Comme ça aussi qu'on fait de l'idéation, finalement, c'est en tenant compte aussi des autres environnements qu'on Oui. peut évoluer. Bah, c'est vrai que ça dépend des personnes, mais moi, j'ai besoin d'ouvrir beaucoup, en fait. C'est vrai que sinon, j'aime pas être environnée de choses qui me pointent déjà trop des solutions, en fait. Sinon, ça m'enferme. Donc, c'est vrai que je vais aller chercher un peu loin, parfois. Trop cool. Et comment t'imagines ton métier dans 5 ou 10 ans? Alors, je sais pas exactement, ça c'est sûr. Mais ce que j'aime bien dans ta question, c'est que tout de suite, on est obligé de se dire, bah, ok, aujourd'hui, j'ai un peu raconté au début, aujourd'hui, c'est quand même assez laborieux de construire une application vocale, il faut beaucoup anticiper. Le système, ça reste des algorithmes assez basiques, c'est pas hyper adaptatif, etc. Et aujourd'hui, on ne sait pas très très bien faire de la génération automatique de texte. On commence à le faire un petit peu. Genre, on sait le faire pour, par exemple, donner les résultats des élections législatives. Il n'y a pas quelqu'un qui va écrire tous les articles parce qu'en fait, c'est toujours un petit peu la même structure de phrase. Donc ça, on le sait générer automatiquement, etc. Mais générer automatiquement une réponse qui est adaptée en termes d'émotion, d'attitude, de contenu, ça, on ne sait pas faire. Mais effectivement, si on imagine un peu que tout ça se développe assez vite, dans 10 ans, on pourrait se demander d'autant plus quel est le rôle des humains, mais aussi plus précisément celui des designers là-dedans. Et c'est vrai que je pense qu'il y aura toujours besoin, même si c'est à une échelle, comment dire, comme un metteur en scène en fait, même si c'est à une échelle assez globale, il y aura toujours besoin de gens pour penser cette relation. Même si après, en acte, elle se concrétise par des systèmes qui sont un petit peu automatisés, il faudra toujours à un moment donné la piloter en fait. Et donc, oui, le designer pourrait être à ce rôle de pilotage. Après, il y a plusieurs scénarios possibles. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour évoquer que j'avais écrit plusieurs scénarios exactement à propos de ça, dans un article qui est dans Sciences du Design.
C'est une revue de recherche francophone sur le design. Et j'avais publié un article qui s'appelle L'art de converser avec une machine quand le designer devient dialoguiste. Il se trouve au Cairn. Enfin, c'est un truc. Après, je pourrais en partager des extraits, mais à la fin, je parle de 4 ou 5 scénarios justement. Je peux peut-être en lire un extrait si tu veux. Ouais, avec plaisir. Je m'étais dit que je le sortirais, puis j'ai complètement oublié. Attends, je vais retrouver ça vite fait. Alors, il y avait 4 scénarios. Bon, je lis. Non, 3 hypothèses. 3 hypothèses prospectives. Pour ouvrir un peu sur le rôle à l'avenir, le rôle possible du designer d'interface vocale dans le futur. Donc, il y avait une hypothèse, c'était le designer magicien d'Oz, qui suit en temps réel les interactions entre les utilisateurs et leur assistant personnel et prend le relais des algorithmes pour expérimenter de nouvelles propositions ou simplement réajuster le comportement de l'agent. Donc là, c'est vraiment l'idée qu'on aurait presque un designer pour 10 utilisateurs et que ce serait presque un rôle un peu comme ça, très quotidien, très dans l'ajustement et qui permettrait aussi de personnaliser d'une façon inattendue. Je ne sais pas si c'est très souhaitable, mais voilà, c'est une piste. Une autre, ce serait le designer alter ego qui vient vraiment compléter le travail des algorithmes pour définir vraiment des interfaces compagnons les plus adaptées possibles à l'utilisateur. Donc celle qui viendra le contredire sans le contrarier, l'amuser sans le divertir, le surprendre sans l'effrayer, etc. Et du coup, son rôle, il consiste en particulier à introduire de l'aléa, de l'unique dans une relation qui, si elle est algorithmique, est quand même un petit peu automatisée, un peu mécanique. Donc là, l'idée, c'est du designer qui remet de l'aura en fait dans ces machines-là. Un autre scénario, c'était le designer de personnalité qui développe des interfaces aussi riches en personnalité, en univers que des personnages de fiction. Donc là, on est dans le scénario d'interfaces qui sont très, très typées, en fait, très singulières. Dans l'idée où on irait vraiment à fond dans le côté un petit peu virtualisation, en fait, des échanges. Et puis le dernier, c'est le designer outilleur. Du coup, ce designer-là, il travaille peut-être sur du vocal, mais pas seulement. Voilà, c'était des hypothèses. En vrai, toutes sont possibles en même temps, c'est pas l'un ou l'autre. Il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, c'était un jeu un peu que j'avais fait d'essayer d'ouvrir les choses. Parce que la conclusion, c'est qu'effectivement, je suis convaincue que ce qui est aujourd'hui le métier du X-Writer ou designer conversationnel, etc., c'est très temporaire, en fait. Je pense que ça va évoluer très vite. Et c'est pour ça, est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est un rôle au milieu d'une grande transformation? C'est peut-être plutôt ça, en fait. Ouais. Et du coup, on n'a pas du tout évoqué l'IA. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que justement, tu me disais que c'est assez idéaliste et que justement, on a beaucoup d'attentes par rapport à ça? Moi, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à qu'est-ce que c'est qu'une IA parce que justement, j'étais un petit peu embarrassée avec le discours souvent commercial qui consiste à donner l'impression qu'il y a de l'IA partout, et y compris dans les agents conversationnels. Et ça m'embêtait parce que je me disais, mais ça, c'est pas de l'IA parce que c'est nous qui l'avons fait en fait. Et moi, je peux vous dire que c'était vraiment pas de l'IA, quoi. Donc, il y avait un peu ce truc de départ qui était de se dire, il y a un peu du flou artistique là, comment ça se fait? Et du coup, je me suis intéressée vraiment à essayer de comprendre ce que c'était. Et moi, déjà, en gros, ce qu'on appelle de l'IA aujourd'hui, c'est du machine learning. Donc, c'est le fait qu'on arrive à faire apprendre à un système. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais à reproduire une tâche bien précise tout seul. Donc, c'est déjà pas mal, en fait. Hein. Mais si tu regardes un agent conversationnel basique, là où il y a vraiment de l'IA, c'est dans le tout début de l'expérience, du système, c'est dans la transcription automatique de la parole. C'est-à-dire que qu'une machine arrive à partir de son, en fait, à identifier que ça, c'est tel mot, c'est telle phrase, etc., c'est déjà un truc génial. Et ben ça, c'est de l'IA. Mais par contre, on n'a pas de système qui va savoir tout seul comprendre derrière qu'est-ce qu'il faut répondre et qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Il n'existe pas d'intelligence artificielle qui est capable de comprendre ce qu'on dit, en fait, au sens humain, au sens où ça aurait du sens. Donc, voilà, moi, ma posture là-dessus, en tant que praticienne, en tant que chercheuse et en tant qu'enseignante, c'est de démystifier. Donc, j'essaye toujours d'expliquer, en fait, de quoi on parle, quoi.
Après, s'il fallait avoir un avis plus politique ou plus éthique, une des raisons pour lesquelles je passe beaucoup par la fiction pour réfléchir à tout ça, c'est justement pour essayer de comprendre l'impact éthique de ce qu'on fait. Et une autre façon de le faire, c'est de vraiment monter des expérimentations avec des chercheurs. Et donc, c'est vrai que ces sujets-là, ils m'intéressent beaucoup. Et c'est pour ça que je sors de plus en plus de mon rôle d'UX pour aller un peu plus vers un rôle de chercheuse. Parce qu'à un moment donné, si tu veux comprendre l'impact psychologique ou l'impact en termes d'interaction sociale ou de communication, bah, voilà, soit tu fais l'apprenti chimiste et tu le fais, tu te dis on verra bien, soit tu expérimentes, quoi. Ouais, totalement. Alors, j'ai une dernière question. Tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui souhaite débuter, que ce soit au sein du design de façon générale ou là, puisqu'on parle d'assistants vocaux, quel serait le conseil que tu donnerais ? C'est un conseil très basique, hein, mais ça me semble vraiment important. Je pense qu'il ne faut pas faire du design si on ne s'intéresse pas aux gens. Et c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est super si vous êtes quelqu'un de créatif, qui a des idées, etc. Mais vraiment, la posture du designer, c'est je suis créative ou créatif, mais avec les autres et pour les autres. Et donc, du coup, c'est toujours prendre le temps d'observer, de vraiment comprendre comment les gens vivent pour de vrai, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs façons de faire, et de jamais se dire ah, je sais, j'ai la bonne idée, en fait. Donc, c'est plutôt une posture un peu humaniste, en fait. Ça, c'est un bon point de départ, je pense. On peut faire autre chose que du design avec cette posture-là, hein, mais elle me semble importante pour faire du design. Voilà, je dirais ça. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Zoé. Super. Bah, merci, Anna. Merci pour l'invitation. J'en profite pour vous informer de la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye toutes les 2 semaines des infos sur le product management et le product design. Je mets le lien en description, c'est hémisphèredroit.substack.com. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast.